Je vous propose de commencer cette matinée. Je vois que tous les orateurs de ce matin ne sont pas encore arrivés, mais il y a en tout cas le premier, donc nous pouvons démarrer. Il s'agit donc d'une journée sur Proust essayiste, qui est la prolongation du cours que j'ai fait cette année et du séminaire. Maintenant, les auditeurs sont soumis à une double peine, puisque je fais à la fois un séminaire et un colloque de fin d'année, alors que nous sommes censés faire l'un ou l'autre, mais il me semble depuis plusieurs années que le sujet est assez riche pour faire à la fois un séminaire en invitant un certain nombre de collègues plus voisins, c'est ce que j'ai fait cette année, et en choisissant d'inviter pour le colloque final des collègues qui résident plus loin, afin que les Parisiens qui avaient participé au séminaire puissent venir aujourd'hui et que nous ayons vraiment droit à un forum avec le plus d'intervenants possible. Alors, dans ce cours, j'ai parlé de Proust essayiste en plusieurs sens. J'ai essayé de parler des essais et des articles de Proust, au fond ce qu'on trouve dans le volume de la Bibliothèque de la Pléiade de 1971, tout ce qui est intitulé Essais et articles, puisque Proust a publié au moins jusqu'à 1908, au moment de se mettre à la recherche du temps perdu, un bon nombre d'articles dans la presse. Il les qualifie d'ailleurs d'essais, et j'ai essayé d'analyser l'usage qu'il fait de ces différents termes, essais, articles, études, impressions, et encore d'autres termes qu'il peut utiliser pour désigner ses publications, comme conversation, par exemple. Donc il y a ça. D'autre part, il y a les insertions que l'on peut qualifier d'essais dans le roman, dans la recherche du temps perdu, et on pense évidemment à quelques grands morceaux. On cite toujours l'Adoration perpétuelle et la race des Tantes, mais il y a dans la recherche du temps perdu beaucoup d'autres morceaux de moindre dimension qui sont volontiers rattachés au genre de l'essai. Et je vous ai dit aussi que les publications sur l'essai étaient très très nombreuses dans la période récente, et notamment sur les relations de Proust et de l'essai. Donc voilà les deux premiers fils que j'ai tenté de suivre dans le cours et que l'on a retrouvé dans le séminaire, les essais et articles de Proust hors du roman, et d'autre part, ce que l'on peut, peut-être par abus, qualifier d'essai dans le roman lui-même. Puis il y a encore un autre fil que j'ai tenté de suivre, qui est bien sûr la transformation de l'essai que Proust avait envisagé d'intituler « Contre Sainte-Beuve » en roman qui s'intitulera « À la recherche du temps perdu ». Donc il y a aussi ce fil-là que nous avons tenté de suivre et que nous allons retrouver évidemment aujourd'hui, comment l'on est passé de l'essai au roman. Et cela, dans le cours, m'a amené à consacrer un certain nombre de séances vers la fin du cours aux relations de Proust et de Sainte-Beuve, non seulement dans le Contre Sainte-Beuve, mais afin d'essayer de cerner d'un peu plus près ce rapport, et notamment le constat que Proust a beaucoup plus lu Sainte-Beuve, souvent de manière superficielle, puisque nous avons remarqué qu'il cite toujours, ou cite le plus volontiers, les incipites ou les clausules des articles de Sainte-Beuve,
ou encore des passages qui sont très mis en évidence dans les volumes de Sainte-Beuve, par exemple des notes en bas de page. Mais enfin, je vous avais montré des tableaux qui montraient une lecture assez approfondie. Et puis, j'ai terminé le cours en parlant de cette hantise qui était celle de Proust de rester un célibataire de l'art, avec cette image très présente dans beaucoup des articles de Sainte-Beuve auxquels il était particulièrement attaché, comme tous ceux qui pouvaient concerner Joubert ou toutes les allusions qui pouvaient être faites à Doudan. Et c'est avec cela que j'avais terminé le cours. Alors, il a été question de Montaigne, il a été question de Sainte-Beuve dans le cours, il a été question de Proust, évidemment, beaucoup, et dans mon dernier cours, j'ai évoqué très brièvement Musil, puisqu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de faire à travers ce cours, les relations de Proust et de Musil, qui sont imputées par beaucoup de ceux qui contribuent à cette intense réflexion sur Proust et l'essai. Il y a une comparaison fréquente qui est faite, et je voudrais très brièvement évoquer le terrain de cette comparaison. Et au fond, cela se rattache à un cours que j'ai fait très exactement au milieu. C'était un peu le point géométrique du cours, lorsque je parlais des relations de Proust avec un certain nombre d'essayistes qui avaient beaucoup compté pour lui dans l'élaboration de sa manière d'écrire. Et j'avais cité notamment Emerson, dont il a été un avide lecteur, et Taine. Et c'est de cela que je voudrais partir pour introduire Musil. Vous vous souvenez de ce que Paul Bourget, lorsqu'il introduit le roman de Taine, Étienne Méran, en 1909, dit, et qui est véritablement au cœur de notre réflexion, Taine est un essayiste, mais il aurait voulu être romancier. Et voici ce que dit Paul Bourget dans un texte que Proust connaît bien, publié en 1909 dans la Revue des Deux Mondes, introduisant Étienne Méran. Ne s'est-il pas trompé en s'appliquant dans ses essais à concilier deux tendances contradictoires, celle du philosophe qui aligne des idées par fil, celle de l'artiste amoureux des sensations véhémentes, des mots et des images, et résumant sa propre œuvre avec la lucidité supérieure d'un beau génie critique qui se considère lui-même comme s'il était un autre, mon idée fondamentale a été qu'il faut reproduire l'émotion, la passion particulière à l'homme qu'on décrit, et de plus, poser un à un tous les degrés de la génération logique. Bref, le peindre à la façon des artistes et en même temps le reconstruire à la façon des raisonneurs. Voici ce qui aurait été le but de Taine et ce que Bourget présente, l'antinomie à laquelle se sont heurtées toutes les intelligences qui ont possédé dans des proportions presque égales le don de la vision et le don de l'analyse. Et Paul Bourget se situe, bien sûr, dans cette catégorie de ces écrivains partagés qui ne savent pas choisir et qui sont pénalisés pour cela. Et il ajoute, c'est toujours Paul Bourget parlant de Taine, faut-il étendre cette doctrine à ces véritables espèces intellectuelles que sont les gens littéraires. Il y a des talents incompatibles, celui-là est un essayiste, il ne doit pas écrire de roman, cet autre est romancier, qu'il n'aborde pas l'art dramatique. Et pourtant, Paul Bourget observe que certains talents sont des types mixtes et qui déroutent la classification. C'est donc une question qui, 1909, est de pleine actualité. Et vous vous rappelez aussi cet article de Taine, le bel essai de Taine auquel Proust fait référence et dans lequel Taine dit qu'il faut se fier aux
hasard. Les idées ne nous viennent pas à l'heure dite, on ne juge pas une époque au pied levé, il faut attendre, laisser faire le temps, l'occasion, le hasard. Toute donc une méthode de travail qui voudrait combiner le raisonnement, la logique et l'art. Alors c'est de ce point de vue que la comparaison a été souvent faite avec Musil, et je vous rappelle ce passage que je crois que j'ai cité aussi dans mon dernier cours, où Musil évoque le même problème. Le problème, c'est un petit peu plus tard, mais il est très intéressant de constater que Musil, qui est un grand lecteur de Taine, qui considère que Taine est le modèle de l'essayisme encore. N'oublions pas que Musil a exactement les mêmes lectures que Proust. Emerson, Maeterlinck et Taine, qui sont les modèles de l'essayisme. Musil a exactement les mêmes lectures. Et voici ce qu'il dit dans un article de 1918 sur l'essayiste qui passe pour une espèce de fumiste aux yeux des savants et aux yeux des créateurs pour une sorte de bâtard. Et le but de jugement aussi borné, dit Musil, articuler le sentiment au moyen de l'intellect, détourner l'intellect des problèmes insignifiants du savoir vers ceux du sentiment, tel est le but de l'essayiste. Combinaison donc du savoir et du sentiment. Alors il se trouve que, en ce moment, ayant quitté Proust il y a un mois, lorsque j'ai terminé mon cours, et n'y étant pas retourné jusqu'à ce matin, j'ai consacré ce dernier mois à lire Pascal, pour des raisons qui sont étrangères au cours, et que, évidemment, on retrouve ici dans cette distinction qui est proposée par Musil, les grandes dichotomies pascaliennes entre l'entendement et la volonté, ou encore entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. C'est ça qui est en question ici. Et pour Musil, il y a évidemment une supériorité de l'esprit de finesse sur l'esprit de géométrie, une supériorité de la littérature, ce qu'il appelle le pressentiment sur l'entendement. On retrouve d'ailleurs le terme même de Pascal, distinguant entendement et volonté, comme les deux facultés par lesquelles on se persuade de quelque chose, on peut convaincre. Pour moi, dit Musil, le mot français « essai », difficile à traduire, évoque ceux d'éthique et d'esthétique. Les érudits ne l'emploient généralement que pour désigner les ramifications secondaires et les plus frivoles de leur œuvre principale. Les essais, ça serait les marginalia autour du corps de l'œuvre. On le traduit aussi par Versuc, c'est-à-dire tentative. L'essai est-il, dans un domaine où le travail exact est possible, quelque chose qui suppose du relâcher, ou le comble de la rigueur accessible dans un domaine où le travail exact est impossible. Je cherche à prouver la deuxième proposition. Donc, chercher à mettre de la rigueur dans un domaine qui n'est pas celui de la logique mathématique, de l'esprit de géométrie. Et voici encore ce passage, c'est dans le même essai, c'est dans un article de Musil sur l'essai, ce qu'il appelle de l'essai. Mais comme vous le voyez,
l'essai, c'est à la fois un genre, pour lui, une forme de discours, mais c'est aussi une morale, c'est aussi une éthique et une esthétique. De la science, il a la forme et la méthode, de l'art, la matière. Et tout en bas de la citation, mais il témoigne et il enquête. Autrement dit, il y a une première personne qui est engagée. Et je le disais, les références sont curieusement exactement les mêmes que celles de Proust. Emerson, Maeterlinck, Taine, Nietzsche également. Voici comment Jacques Bouvresse, qui a été professeur ici, qui a beaucoup travaillé sur Musil, définit cet essai selon Musil. Et je dirais l'essai ici plutôt comme genre que comme manière de vivre, comme style de vie. Musil propose de définir l'essai comme consistant non pas à laisser tomber certaines exigences et à s'octroyer un certain relâchement dans un domaine où l'on peut travailler exactement, c'est une référence au passage que je citais à l'instant, mais plutôt à parvenir à la plus grande rigueur que l'on peut atteindre dans un domaine où l'on ne peut justement pas travailler exactement. Il ne s'agit donc pas d'être moins exact dans un domaine où l'on pourrait en principe l'être davantage, mais de l'être beaucoup plus dans un domaine où on ne peut pas l'être tout à fait. Alors bien sûr, il y a de grandes différences avec Proust et qu'il faut maintenir, même si nous voyons un certain rapprochement possible. Et peut-être, c'est l'une des grandes ambiguïtés de l'œuvre de Proust. Proust nous affirme de manière répétée qu'il est à la recherche de grandes lois. Proust est encore sous l'empire de ces lois, alors que nous voyons que chez Musil et dans cette pensée de l'essai, il ne s'agit plus de formuler des lois telles qu'on pourra par exemple les trouver dans l'adoration perpétuelle, justement. L'essayisme, nous dit Musil, ce n'est pas le dilettantisme, mais pour autant, il ne s'agit pas de formuler justement des lois. Et puis, l'autre distinction qu'il faut maintenir en terminant, c'est que, évidemment, pour Musil, l'essayisme, c'est, comme il le disait, une éthique. Et je ne crois pas que nous puissions trouver quelque chose de comparable chez Proust. Et voici le passage de L'homme sans qualité, du roman de Musil, chapitre 62, sur ce que Musil appelle l'utopie de l'essayisme, qui définit bien ici l'essayisme comme une modalité de vie de l'esprit et donc comme une morale. Il hésite à devenir quelque chose, c'est l'homme sans qualité, Ulrich, un caractère, une profession, un mode de vie défini. Ce sont là des représentations où perce déjà le squelette qui sera tout ce qui restera de lui pour finir. Et il est aussi intéressant de noter qu'on retrouve la problématique que j'avais évoquée dans mes derniers cours, qui est celle du célibataire de l'art. L'essayisme comme mode de vie conduisant à cette impuissance que l'on avait pu rencontrer chez un certain nombre de ces personnages auxquels Sainte-Beuve s'intéressait tout particulièrement. Souvenez-vous, cette lignée Fontane, Joubert, Molé lui-même, dont j'ai parlé dans l'un de mes cours, et jusqu'à ce curieux Doudan.
Plus tard, quand sa puissance intellectuelle eut augmenté, Ulrich en tira une idée qu'il n'attacha plus désormais au mot trop incertain d'hypothèse, mais pour des raisons bien précises, à la notion caractéristique d'essai. Un peu comme un essai dans la succession de ces paragraphes considère de nombreux aspects d'un objet sans vouloir le saisir dans son ensemble, et je ne pense pas que ce soit une ambition à laquelle Proust ait renoncé, car un objet saisi dans son ensemble en perd d'un coup son étendue et se change en concept. Il pensait pouvoir considérer et traiter le monde ainsi que sa propre vie avec plus de justesse qu'autrement. Il s'agit donc d'un mode de vie, d'une recherche de vie juste, et Musil joue sur le mot sentimental avec ces deux parties. On peut probablement dire que là, c'est peu proustien, cette éthique de l'essayisme, car Proust, en tout cas dans le temps retrouvé, formule un certain nombre de certitudes théoriques. Mais je dois dire qu'il est très curieux de constater combien la proximité des références dans cette réflexion est grande. Alors, on va revenir, je pense, dans la journée qui va se dérouler maintenant sur tous les thèmes que je viens d'évoquer, qui ont fait la matière de ce cours. Il est tout juste l'heure de commencer et les deux premières personnes qui vont parler ce matin. Alors, vous avez un petit programme dans lequel vous trouverez des biographies des orateurs de la journée, et cela nous fera gagner un peu de temps puisque je ne les présenterai pas, ou je dirai seulement très brièvement d'où ils viennent. Alors, les deux premiers qui vont parler ce matin sont Adam Watt, il est là. Françoise Leris, je ne sais pas si elle est... Elle est là. Eh bien, venez tous les deux. Nous allons nous mettre autour de la grande table afin de commencer. Alors, je ne sais pas si Adam Watt a